Bonjour à tous, nous allons compléter cette série de cours sur les plans d'expérience appliqués aux problèmes de formulation par la présentation d'un maillage du domaine expérimental qui porte le nom de simplex lattice. Ce maillage a été proposé en 1958, comme on va le voir, par Henri Scheffé, et il permet d'explorer de manière uniforme un domaine expérimental qui présente une géométrie de type simplex régulier. Donc, un triangle équilatéral ou un tétraèdre ou un hypersimplex. Donc il va y avoir deux séquences. Une première séquence qui va consister à apprendre à mailler un simplex de hauteur unitaire. Et après avoir appris à mailler un simplex de hauteur unitaire, on verra dans une deuxième séquence comment mailler un simplex qui résulterait de l'application de contraintes inférieures. Alors, on rappelle une fois de plus le problème de la boucle de la formulation. Après avoir choisi des constituants, il convient de les mélanger et les produits résultant du mélange vont être caractérisés. Les valeurs des réponses vont être transformées en indice de satisfaction de façon à pouvoir être fusionnées ensemble au travers de l'indice de satisfaction qui s'appelle la désirabilité globale. Et comme l'indique la formule, la désirabilité globale est une moyenne géométrique des différentes désirabilités individuelles et il est possible de pondérer cette moyenne. Naturellement, si l'indice de satisfaction global est insuffisant par rapport aux attentes des expérimentateurs, il convient de continuer à parcourir cette boucle avec un passage par la case mélange et caractérisation. Et c'est pour ça qu'on peut se demander s'il n'est pas possible au bout d'un moment de fabriquer un modèle qui remplacerait la partie fabrication des mélanges jusqu'à temps d'obtenir un optimum. Eh bien, pour faire ce modèle, il faut faire des essais. Ces essais vont pouvoir respecter un maillage de type simplex lattice lorsque le domaine expérimental s'y prête. Et c'est ce que l'on va voir dans cette séquence. Alors, les proportions des constituants peuvent être massiques, peuvent être volumiques, peuvent être molaires. Et par définition des proportions, il s'agit de nombres réels qui varient dans l'intervalle 0,1 et qui, en plus, subissent une contrainte implicite relationnelle. La somme des proportions, représentée ici par somme de i égale 1 à q des x indice i, doit être constante. La conséquence des contraintes individuelles implicites, xi compris entre 0 et 1, et de la contrainte relationnelle implicite génère un domaine expérimental présentant une forme particulière qui s'appelle un simplex de hauteur unitaire dès lors que les constituants peuvent varier de 0 à 1 et que la contrainte relationnelle est égale à 1. Donc un simplex, on en voit ici une représentation particulière dans un problème où on est en présence de 3 constituants. Bien, un simplex, c'est une figure géométrique non dégénérée qui possède un sommet de plus que l'espace qui contient cette figure. Le segment de droite est contenu dans une droite et un segment de droite possède 2 sommets. C'est la droite des mélanges. Un triangle équilatéral que vous voyez à l'écran est un domaine expérimental qui possède 3 sommets en représentation plane, donc un sommet de plus que la dimension de l'espace. Et on pourrait également représenter un tétraèdre. Au-delà, ce genre de figure existe, mais il n'est pas possible de la matérialiser. Et donc l'objectif de cette séance va être de voir comment on peut mailler un simplex de hauteur unitaire tel que celui qui est représenté à l'écran. Mais avant ça, on va revenir sur l'origine du diagramme ternaire de façon à illustrer plus facilement les propos qui suivront. Alors, lorsque vous prenez en compte uniquement les contraintes implicites individuelles et que l'on est en présence de 3 constituants, on fabrique un cube. C'est le cube d'arête unitaire que vous voyez représenté en rouge et porté par les axes constituant 1, constituant 2, constituant 3.
Ce cube est limité par 6 faces et les équations de ces faces correspondent à x1 égale 0, x1 égale 1 pour le constituant 1 et de la même façon x2 égale 0, x2 égale 1, x3 égale 0, x3 égale 1. Donc si on était en présence uniquement de ces contraintes individuelles, on fabriquerait un cube. Ceci dit, les proportions des constituants doivent respecter une contrainte. On fera ici allusion à la célèbre phrase de Marius dans une pièce de Marcel Pagnol de la trilogie marseillaise. Eh bien, la somme des proportions des constituants ne peut pas dépasser 1. x1 plus x2 plus x3 égale 1, c'est l'équation d'un plan. Et ce plan va couper le cube par les 3 sommets, 100% de constituant 1, 100% de constituant 2, 100% de constituant 3. Et donc, la trace de ce plan qui coupe le cube donne lieu à la définition du triangle équilatéral que vous voyez apparaître en vert à l'intérieur du cube et que l'on représente en représentation plane sous forme d'un diagramme ternaire. Et naturellement, en présence d'un tel domaine, on peut se demander combien d'expériences il convient de faire et quelles expériences il faut faire pour mailler uniformément ce domaine, de façon à, par la suite, faire un modèle d'interpolation pour rechercher un optimum. Alors, on va apprendre à lire dans un diagramme ternaire pour les auditeurs qui ne sauraient pas le faire. Lorsqu'on veut repérer un mélange dans un diagramme ternaire, on pourrait partir de la représentation cubique que j'ai présentée au transparent précédent et faire des plans de coupe. Par exemple, le mélange tel que x1 soit égal à 30% apparaît dans le plan x1 égale 30%, mais il apparaît également à l'intersection des différents plans. x2 égale 20% et x3 égale 50%. Et l'intersection des plans non parallèles eh bien, va donner lieu, alors les plans 2 à 2 forment des droites, que vous voyez représentées en traits mixtes fins en rouge, et les plans 3 à 3 forment un point qui est le mélange M. Alors, cette représentation n'est pas inutile, notamment quand on veut calculer des distances et des caractéristiques géométriques. Ceci dit, ce n'est pas la représentation et la notation usuelle pour lire dans un diagramme ternaire. Donc, je vais présenter un autre moyen de positionner un mélange, par exemple un mélange M' pour lequel la proportion du constituant 1 vaut 60%, la proportion du constituant 2 vaut 30% et la proportion du constituant 3 vaut 10%. Bien, dans le diagramme ternaire, au même titre que dans un tétraèdre, on va définir des axes. C'est ce que vous voyez représenté en traits mixtes fins au sein du diagramme ternaire, en rouge. Et ces axes, on va les graduer. On va les graduer, par exemple, pour l'axe du constituant 2, d'une valeur minimale, 0%, à une valeur maximale, 100%, ici avec un pas de 10%. Et donc, il suffit de projeter ensuite le mélange orthogonalement sur l'axe, et l'axe, en fait, n'est autre que la hauteur du triangle équilatéral. Donc ici, on a bien un point vert qui représente un mélange pour lequel la proportion du constituant 2 est égale à 30%. On peut faire la même chose pour la proportion du constituant 1. On va découper finement l'axe du constituant 1, ici avec un pas de 10%. C'est ce que vous voyez apparaître à l'écran. Le pôle, le sommet constituant 1, c'est 100% de ce constituant, et donc de façon opposée, le point qui est situé au milieu de l'arête constituant 2, constituant 3, serait un mélange qui ne contiendrait pas le constituant 1. Donc l'échelle étant définie, il suffit maintenant de projeter directement le point vert sur l'échelle, ou à partir de l'échelle, représenter le point vert par une projection orthogonale. Il s'agit encore ici de hauteur. Et puis enfin, pour la dernière proportion, ou la proportion du dernier constituant de ce mélange, x3 égale 10%, on va découper
l'axe du constituant 3 avec un pas régulier, on va créer une échelle. Cette échelle varie de 0 à 1. 0, c'est l'absence du constituant, et 1, c'est la présence unique de ce constituant. Et donc, par projection orthogonale, encore une fois, on peut lire que le point vert matérialise un mélange pour lequel la proportion du constituant 3 est égale à 10%. Alors maintenant qu'on sait lire dans un diagramme ternaire, on va naturellement exploiter ces possibilités de lecture et de représentation pour rendre pédagogique l'approche proposée par Henri Scheffé en 1958 pour le maillage de tels domaines expérimentaux. Alors pas forcément des mélanges à 3 constituants, on peut avoir un nombre quelconque de constituants comme on va le voir. Alors 1958, c'est le début des publications méthodologiques pour la construction de plans de mélange et pour l'analyse des résultats provenant de ces plans de mélange. Donc il faut être conscient qu'en 1958, on ne disposait pas de logiciel pour faciliter à la fois la construction et à la fois l'analyse, et donc il avait fallu faire preuve d'une certaine ingéniosité et d'un certain pragmatisme qui est encore en vigueur naturellement quand vous étudiez des mélanges, on va le voir, qui peuvent être définis dans un simplex, c'est-à-dire une figure présentant un sommet de plus que le nombre de constituants. Lorsque la figure est un simplex, et en particulier un simplex de hauteur unitaire, nous sommes en présence d'un domaine isotrope. On va donc avoir une géométrie qui est un simplex régulier, et on va, par rapport à cette géométrie, associer une technique qui va produire un maillage régulier. Donc chaque fois que l'on va construire des plans de mélange, on va avoir d'une part des aspects géométriques à aborder. Ici ils sont simples parce que le domaine est isotrope et se présente sous la forme d'un simplex régulier. Et après avoir défini la géométrie, alors eh bien, on va utiliser une technique de maillage du domaine défini par cette géométrie. Et donc en 1958, voilà un résultat proposé par Scheffé. Henri Scheffé a proposé une méthode pour mailler on ne peut plus régulièrement, uniformément, un domaine défini par un simplex de hauteur unitaire. On privilégie la répartition uniforme. Et comment va-t-on la définir de façon très très pragmatique? On choisit un des mélanges, n'importe lequel, du maillage, et voyez que par rapport à ce mélange, ses voisins immédiats sont tous à la même distance. Donc il y a une notion géométrique qui se traduira naturellement par des indicateurs algébriques, mais si on veut expliquer simplement la notion d'uniformité, quel que soit le mélange que vous choisissez, les points rouges représentés dans le plan de la figure, les voisins immédiats de ce mélange sont à la même distance, et donc dans un espace constitué, défini à partir de 3 constituants, il suffit de vérifier cette propriété en dessinant des cercles. Dans un tétraèdre, on dessinerait des sphères et au-delà des hypersphères. Alors voyons voir comment on peut connaître à l'avance le nombre de mélanges et les coordonnées de ces mélanges. Alors c'est ce qui a été proposé, on voit ici d'autres représentations de la répartition uniforme. Eh bien la méthode de maillage a été proposée par Henri Scheffé en 1958. La première des choses à faire est d'écrire les proportions que vont pouvoir prendre les constituants. Pour ça, on va introduire un nombre entier naturel, petit m, qu'on va pouvoir appeler le degré de maillage. En fait, ce degré de maillage correspond au nombre d'étapes que l'on va faire lorsqu'on passe de la valeur la plus petite d'un constituant à la valeur la plus grande. Dans notre cas, la valeur la plus petite c'est 0, la valeur la plus grande est égale à 1, et on va décider de franchir cette distance en faisant un pas, auquel cas on ne s'arrêtera pas en chemin et on choisira m égale 1 en faisant 2 pas, en faisant 3 pas, en faisant 4 pas, en faisant m pas. Et on conçoit immédiatement que plus on va franchir cette distance, donc plus finalement on va parcourir l'espace
en choisissant un degré de maillage important, petit m, plus on va devoir faire des expériences. Et ceci sera encore accru quand on augmente le nombre de constituants, puisqu'en fait, ce maillage, il va falloir le développer dans les directions des axes des constituants. Donc ici, on a 3 constituants sur la figure, mais on va voir une formule, qui est ici, qui permet de calculer à l'avance, en fonction du nombre de constituants, petit q, en fonction du degré de maillage petit m, le nombre total de mélanges que l'on va définir. Cette formule fait apparaître l'opérateur mathématique factoriel. C'est que factoriel, c'est finalement le produit de nombres entiers naturels ici, que c'est une formule qui va croître assez rapidement. Et la première des choses que l'on va faire, c'est de consigner les valeurs de ce calcul dans un tableau pour les analyser. Le résultat est noté sous la forme simplex lattice au sens d'un réseau triangulé entre accolades petit q pour le nombre de constituants et petit m après le point virgule pour le degré du maillage. Donc on va voir apparaître cette notation à différentes reprises. Alors, si on met en œuvre la formule de calcul que je viens de vous présenter dans un tableau, on voit apparaître en vert au sein de ce tableau le nombre de mélanges générés par cette méthode de maillage en fonction, dans les colonnes, du nombre de constituants. Je me suis arrêté à 6 constituants, mais rien ne vous empêche d'aller au-delà. Et en ligne, on voit apparaître dans les accolades la valeur de m. Première ligne, m égale 1, m égale 2, m égale 3, jusqu'à m égale 10. Bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que plus on va découper finement les plages de variation des constituants, et plus il y aura de constituants, plus le nombre de nœuds de ce maillage va augmenter. C'est ce que vous voyez ici, partant de la plus petite valeur, 2, jusqu'à la plus grande valeur dans ce tableau, on peut aller bien au-delà, qui dépasse 3000. Alors naturellement, industriellement, vous allez dessiner dans ce tableau une limite qui tient compte bien des exigences d'une part technique et surtout économique que l'on peut associer à une étude. Et donc si on se limite à une quarantaine d'essais, on va définir dans ce tableau 2 zones. Une zone qui représentera des maillages expérimentaux acceptables, dès lors que la valeur indiquée en vert est plus petite que 40, ou la limite que vous aurez choisie, et ensuite une zone où finalement le maillage et l'exploitation de ce maillage relèvera uniquement des mathématiques. Alors ne négligeons pas cette partie dite maillage uniquement mathématique, parce que lors de l'exploitation des modèles, et on en verra une application dans un autre chapitre, eh bien on va fabriquer des modèles numériques qui vont s'appuyer sur des maillages numériques. Et là, dès lors que les temps de calcul sont rapides, on pourra choisir une valeur de m encore plus grande que la valeur 10. Par contre, d'un point de vue expérimental, au laboratoire, eh bien, c'est plutôt la partie supérieure de ce tableau qui va nous intéresser. Et on voit tout de suite que, même en présence de 5 constituants, si on accepte de franchir la distance qui nous sépare de l'absence de constituants à 100% de constituants, eh bien, en faisant 3 pas, m égale 3, eh bien, il suffit de 35 mélanges pour couvrir le domaine. Voilà, alors on va illustrer maintenant, à partir de petits exemples, eh bien, la construction de ces maillages de simplex de hauteur unitaire. Alors, naturellement, après avoir parlé de la géométrie, il va falloir maintenant parler de la méthodologie, et à défaut d'utiliser un logiciel, il faut avoir une méthode pour éviter de se tromper quand on construit le maillage, qui plus est si on ne peut pas matérialiser graphiquement le domaine expérimental. Ça sera le cas quand vous aurez 5 constituants en particulier ou plus. Alors la première des choses à faire, c'est de choisir la valeur de m, le degré du maillage. Alors on peut se dire, mais comment faire pour choisir cette valeur? Bien, en fait, on utilise le tableau qu'on vient de voir de manière inverse.
vous avez un certain nombre de constituants, puisque vous avez dû les choisir. Et dès lors que vous avez le nombre de constituants, vous avez également, dans un contexte industriel, le nombre d'essais qu'il est possible de réaliser. Et donc, en fait, la valeur du maillage, vous allez la déduire le plus souvent du budget que vous associez à une étude, par exemple 25 mélanges, et du nombre de constituants que vous allez prendre en compte, 4 constituants, et en fonction de ça, vous allez trouver la valeur de M qui vous permet d'obtenir un nombre d'essais à peu près voisin de ce qu'il est possible de réaliser dans le cadre de l'étude. Alors la valeur de M étant choisie, c'est un entier naturel, vous allez écrire sur un coin de la feuille l'ensemble des proportions qu'il est possible de définir à partir de ce degré de maillage. Je vous rappelle que c'est 0, 1 sur M, 2 sur M, 3 sur M. Donc, si vous avez choisi M égale 3, ça va être 0, 1 tiers, 2 tiers et 1. Une fois que vous avez écrit cet ensemble de proportions, on va voir des exemples dans ce qui suit, construisez, pour éviter d'oublier quelque chose, un tableau qui possède Q colonnes et N total lignes. Donc 3 colonnes si vous avez 3 constituants, et si vous avez choisi M égale 3, il faut faire 10 mélanges, vous matérialisez un tableau de 10 lignes. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez remplir le tableau à partir des valeurs petit xi, 0, 1 tiers, 2 tiers et 1 dans l'exemple que je cite, de façon à ce que la somme des valeurs dans une ligne respecte la contrainte relationnelle implicite, somme des xi égale 1. Voilà. Une fois que vous avez rempli ce tableau, il ne vous reste plus qu'à passer sur la paillasse et caractériser les mélanges. Après avoir caractérisé les mélanges, vous allez construire un modèle prédictif d'interpolation et chercher un optimum. Alors, dans ce chapitre, on va se limiter aux étapes qui sont situées au-dessus du repère rouge. C'est ce qu'on appelle la conception de la campagne expérimentale. Et les étapes 5 et 6 font partie de l'expérimentation et de l'analyse des résultats. Et ça, nous en avons parlé dans les aspects mathématiques et statistiques. Et nous reviendrons en détail sur la mise en œuvre concrète de tous ces outils à partir d'études de cas. Alors regardons comment on peut faire pour construire un simplex lattice 3.1, c'est-à-dire nous sommes en présence de 3 constituants et on choisit un maillage de degré 1, M égale 1. À partir du moment où vous choisissez M égale 1, la liste des proportions, ou l'ensemble des proportions que peuvent prendre les valeurs xi, c'est 0 et 1 sur M, c'est-à-dire 1 sur 1. Donc on a 2 valeurs possibles, soit 0, soit 1. Et dans le tableau, qui est rempli à partir de la formule un peu complexe qui fait appel à des factoriels, on voit qu'on a besoin de 3 mélanges. Donc on va faire un tableau. 3 colonnes puisqu'on a 3 constituants, 3 lignes parce qu'on va devoir définir 3 mélanges. Et on va remplir ce tableau de façon méthodologique. Alors comment le remplir pour être sûr, notamment quand il est grand, ce tableau de ne rien oublier? On prend sur la première ligne et on met le premier élément de l'ensemble, ici 0. On prend la deuxième cellule et on se demande si on peut encore mettre le premier élément de l'ensemble. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore atteint la valeur de la contrainte relationnelle. On se place ensuite dans la cellule suivante et on se demande si l'on peut toujours mettre le premier élément de l'ensemble. Bien non, parce que si on introduit 0, la contrainte relationnelle ne sera pas respectée. Donc on va introduire le deuxième élément de l'ensemble ou le troisième élément de l'ensemble, quand il y en a plusieurs, de façon à respecter la contrainte relationnelle. Et on continue. On continue en se demandant si on peut toujours mettre le premier élément de l'ensemble, ce qui est le cas ici. Dans la cellule suivante, on ne peut plus mettre le premier élément de l'ensemble. Pourquoi? Parce que si on venait à mettre 0 dans la cellule qu'on s'apprête à remplir, on retomberait sur un mélange déjà réalisé. Donc on met le second, ou ici, élément de l'ensemble, et ainsi de suite, on va remplir le tableau de façon méthodologique pour être sûr de ne rien oublier. Alors,
Une fois que vous l'avez construit, gardez-le en mémoire, puisqu'en fait, il sera valable pour tous les exemples que vous pourrez rencontrer. Mais si vous devez en construire un certain nombre pour préparer, par exemple, des fichiers de dépouillement, eh bien, adoptez une méthode pour être sûr de ne surtout pas oublier un mélange du maillage, qui plus est quand on ne peut pas dessiner. Alors ici, on va dessiner ce qui se passe. On s'aperçoit qu'effectivement, ces mélanges couvrent uniformément le domaine expérimental. On avait dit que la notion d'uniformité faisait appel au dessin de cercle. On choisit un mélange, on trace un cercle pour vérifier si ses voisins immédiats sont à la même distance. Et c'est ce que vous voyez ici avec 3 traces de cercle dans le plan de la figure. Alors toutefois, ce maillage est loin de couvrir de façon dense le domaine expérimental, et donc on va pouvoir décider de franchir le domaine expérimental en faisant 2 pas, donc une étape intermédiaire, et c'est ce que l'on va voir ici en choisissant m égale 2. Lorsqu'on choisit m égale 2, la liste des valeurs des proportions est égale à 0, 1 sur m, 2 sur m. Donc 0, 1,5, 1. Le nombre total de mélanges est égal à 6, je fabrique un tableau. Et je vais remplir ce tableau, d'abord en utilisant le premier élément de l'ensemble, puis le deuxième élément et le troisième élément. Voilà, pour remplir de façon méthodologique ce tableau. Quels sont les mélanges que j'ai définis? Eh bien, j'ai défini ici un découpage du simplex de hauteur unitaire en petits simplex que vous voyez apparaître sous forme de triangles repérés par leur sommet et des arêtes rouges. C'est cette notion qu'on appelle la notion de réseau simplex. Et on voit naturellement que quel que soit le mélange que l'on peut choisir, ses voisins immédiats sont à la même distance. C'est une propriété que vous pourrez observer également en maillant un tétraèdre. Alors on va continuer la démarche en faisant m égale 3. Je vous en avais parlé à l'introduction. On écrit les valeurs possibles pour les proportions des constituants, 0, 1 tiers, 2 tiers et 1. On sait d'après la formule ou le tableau qu'il y aura 10 mélanges à réaliser. On construit donc un tableau vide contenant 3 colonnes et 10 lignes, et on va remplir de façon méthodique ce tableau, d'abord en commençant par la valeur du premier élément de l'ensemble, puis en continuant avec la deuxième valeur, puis la troisième valeur, 2 tiers, et enfin la dernière valeur. Si on représente naturellement dans le domaine expérimental la position de ces mélanges, on voit qu'on a encore subdivisé le domaine expérimental et on voit apparaître sur chacun des axes les étapes intermédiaires que l'on fait en passant de la valeur minimale d'un constituant, 0, à sa valeur maximale, c'est quand il est tout seul, ce mélange étant représenté par un sommet dans le triangle. Alors, la répartition uniforme sera toujours respectée avec cette méthode qui est désopilante de simplicité à mettre en œuvre, et on va pouvoir continuer, alors en allant naturellement un petit peu plus vite. Voilà ce que donnerait un maillage où on choisirait m égale 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur cette figure? On constate que l'on a fait 15 mélanges, mais que la majorité des mélanges, il y en a 12 sur 15, qui en fait se situent sur les arêtes du domaine. Et lorsqu'on a un domaine de hauteur unitaire, les arêtes du domaine, ce sont des lieux de l'espace où la proportion d'un constituant est nulle. Donc si on regarde, on a fait finalement 3 et 3, 6 et 3, 9 mélanges binaires. On a testé 9 mélanges binaires. Nous avons testé, ou nous apprêtons à faire 3 mélanges représentés par les constituants purs, et enfin 3 mélanges internes. C'est les 3 points rouges que vous voyez à l'intérieur du domaine. Et finalement, si on a décidé de choisir des constituants, c'est bien pour les mélanger. Et cette stratégie, il va falloir l'adapter à partir du verbe choisir, et ça sera l'objet de la deuxième séquence. Alors, qu'est-ce qui se passe si on maille un petit peu plus finement? Si on maille un petit peu plus finement, on va encore respecter la répartition uniforme, mais finalement, on rajoute certes des mélanges à l'intérieur du domaine. On voit ici 6 mélanges rouges à l'intérieur du domaine, mais finalement, on continue à densifier les mélanges binaires sur les arêtes. Si on enlève les constituants purs, vous avez 4 mélanges par arête,
comme il y a 3 arêtes, vous avez 12 mélanges binaires pour 6 mélanges ternaires dans cette étude. Alors on va voir que ça a suscité des critiques et qu'il a fallu remédier à ce problème-là en proposant une autre méthode de maillage. Mais les logiciels la proposent encore, cette méthode, et finalement ils n'ont pas tort, et vous la retrouverez dans de nombreuses publications. Donc c'est pour ça que je la présente. Alors poussons le vice à aller jusqu'à m égale 10. Si vous décidiez de découper les plages de variation des constituants en choisissant un degré de maillage égal 10, ça veut dire en faisant varier les proportions de 10% en 10%, eh bien vous obtiendrez ici 66 mélange à réaliser, ce qui dépasse largement les possibilités expérimentales. Qui plus est, a-t-on besoin de mailler aussi finement un domaine, sachant que l'optimum n'est pas partout, l'optimum va être concentré dans une zone, et donc plus vous maillez votre domaine, plus vous fabriquez des mélanges loin de l'optimum. Donc il va falloir trouver un compromis acceptable. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il si nous avons non plus 3 constituants, mais 4 constituants? En présence de 4 constituants, le simplex est un tétraèdre, comme on va le voir, et j'ai décidé ici de découper le tétraèdre en choisissant petit m égale 3. Donc les proportions appartiennent à l'ensemble, ou la valeur des proportions appartient à l'ensemble 0, 1 tiers, 2 tiers et 1. La formule mathématique nous indique qu'il y a 20 mélanges à faire. Alors on va fabriquer un tableau qui va faire 20 lignes, toujours avec la même méthode de remplissage. Je commence à mettre le premier élément de l'ensemble, je continue à le mettre jusqu'à temps qu'il ne soit plus possible de le mettre, et je complète le tableau. Vous voyez ici apparaître 4 mélanges. Eh bien, ces 4 mélanges dans le tétraèdre sont représentés par l'absence du constituant 1 et du constituant 2, on voit apparaître 0 dans les colonnes, et donc nous avons 4 mélanges situés sur un sous-espace du tétraèdre qui est l'arête qui relie le constituant 3 au constituant 4, et vous avez 4 mélanges écuits répartis. On va continuer à remplir ce tableau un petit peu plus loin, en maintenant introduisant le constituant 2, c'est ce que vous voyez avec les 6 essais complémentaires, et donc les 10 premiers essais du tableau, on va fractionner le tableau sur plusieurs transparents, eh bien, vont servir à mailler uniformément le plan, la base de ce tétraèdre. Ce sont les points rouges que vous voyez. À partir de là, nous avons fait 10 mélanges sans la présence du constituant 1, eh bien, il va falloir, strate par strate, dans le tétraèdre, introduire le constituant 1. La hauteur de la première strate correspondra à x1 égale 1 tiers. Donc c'est ce que l'on voit ici, en remplissant toujours avec la même manière les autres cellules du tableau. Et donc 6 mélanges vont être définis au-dessus des 10 mélanges représentés par des points rouges. Et ainsi de suite, on va rajouter maintenant des mélanges pour lesquels le constituant 1 est présent à hauteur de 2 tiers, et on finira, vous vous en doutez, par rajouter le sommet du domaine. Donc voilà à quoi ressemble un simplex lattice, en choisissant un degré de maillage petit m égale 3, en présence de 4 constituants, et je vous laisse représenter des sphères qui auraient pour centre un de ces mélanges, et pour rayon, eh bien, la distance entre 2 mélanges consécutifs. Alors, nous avons atteint la fin de cette première séquence du chapitre simplex lattice, où nous avons appris à mailler un simplex de hauteur unitaire. On verra dans la séquence suivante comment transformer ces maillages lorsque la hauteur du domaine n'est plus unitaire. Alors on vous propose des petits exercices introductifs. Construire un réseau simplex de type simplex lattice 3.4 en présence de 3 constituants. Vous choisissez un degré de maillage égal à 4. Même chose avec m égale 5, alors construisez-le et puis représentez la figure. Construire dans un tétraèdre un réseau simplex avec un degré de maillage égal à 2, puis avec un degré de maillage égal à 3, et représentez-le aussi en perspective. Et ensuite, bien là, il va falloir faire confiance uniquement aux mathématiques, puisque vous ne pouvez plus représenter dans l'espace le domaine expérimental, puisqu'en présence de 5 constituants, eh bien, votre hypersimplex n'est pas matérialisable. Donc, il va falloir uniquement se contenter d'un tableau, et donc mailler un simplex de hauteur unitaire. Lorsque ce simplex est défini à partir de 5 constituants,
en choisissant, pour ne pas avoir un tableau trop important, à remplir un degré de maillage m égale 2. Construire un réseau simplex de type 6.2, 6 constituants, et enfin proposer une méthode de construction d'un diagramme ternaire à l'aide d'un tableur, par exemple Excel, pour pouvoir matérialiser rapidement les mélanges que vous feriez à partir de différentes méthodes de maillage, et ici des méthodes de type simplex lattice avec un degré M. Alors en effet, et ce sera l'objet d'un petit film explicatif, il est très utile, notamment quand on est confronté au problème de formulation, de pouvoir matérialiser la géométrie de son domaine, et qui plus est quand il y a 3 constituants, voire 4 constituants, c'est assez facile à faire, notamment avec un tableur. Ça va faire appel à des matrices de centrage et de rotation. On verra ça dans une séquence particulière, mais vous pouvez déjà essayer de réfléchir à la chose, comment s'y prendre pour représenter le diagramme ternaire, et à partir du moment où on saura le représenter, on saura naturellement positionner des points représentant des mélanges à l'intérieur de ce diagramme. Voilà, nous avons atteint la fin de la première séquence de ce chapitre, et nous allons voir immédiatement après une séquence pour adapter le maillage d'un simplex de hauteur unitaire à un domaine, mais de hauteur plus restreinte. Merci de votre attention.